Coup, je propose de démarrer par, respect pour ceux qui étaient bien connectés à temps. Ça te va, Maëlle? Alors on y va. Eh bien, nous vous remercions d'être, venus pour assister à cette commission restauration collective, donc qui traitera aujourd'hui de la loi Egalim, la loi climat et résilience, la loi Egalim 2. L'objectif est de pas être dans un retour un peu, on va dire, solennel et juridique, mais d'en faire un décryptage, le plus ludique possible. Donc, nous vous remercions pour votre bienveillance parce que ce ne sont pas des sujets faciles à rendre ludiques. Mais en gros, nous allons voir ensemble, au travers de ces lois, quels sont les produits éligibles, quelles sont les obligations de la restauration collective et comment faire pour trouver, à faire, des produits le plus possible en région Hauts-de-France. Alors voilà, donc l'ordre du jour que nous vous avons prévu, d'abord un petit rappel introductif sur, ce qu'est la commission restauration collective. Ensuite, on entrera dans le vif du sujet avec les produits visés par les lois Egalim et climat résilience, donc avec des historiques, le fameux décryptage, l'offre régionale en parallèle qui permet d'y répondre, des outils ressources, que vous pourrez, utiliser pour mener à bien ces approvisionnements. Ensuite, on regardera quelques premiers effets constatés de ces lois et quelques outils qui permettent de valoriser les structures pilotes qui sont déjà des beaux résultats en termes d'introduction de ces produits locaux, bio et compatibles Egalim. Et on terminera sur un point sur la loi Egalim 2 et comprendre les impacts que ça peut avoir sur la restauration collective. Et on vous a prévu quelques petits diapos finales d'actualité et de conclusion. Alors, on prendra les questions dans le chat. Peut-être à la fin, en tout cas des grandes parties, de manière à ce qu'on soit sûr de ne pas avoir répondu dans une diapo ultérieure à vos questions. Donc la commission restauration collective, elle existe depuis 2012. Donc, initialement, elle a été créée pour mettre en réseau les territoires pilotes qui travaillaient sur la restauration collective. Donc on a démarré à 3 territoires pilotes et on est aujourd'hui un certain nombre, réunis autour de ces commissions. Nous avons élargi ce réseau aussi puisque selon les thématiques traitées, c'était beaucoup plus large que les territoires et les institutions. Donc vous voyez, les structures qui sont aujourd'hui invitées sont, toujours ces territoires et les institutions. Les partenaires techniques, donc aussi bien les associations, les intervenants, les réseaux d'accompagnement de la restauration collective. Les acheteurs et les fournisseurs également de restauration collective, puisque selon les sujets, c'est quand même toujours très intéressant d'avoir leur retour terrain et puis de pouvoir apporter l'information aussi, ce qui est le cas de ce sujet-là. Donc c'est pas forcément approprié sur tous les sujets, mais aujourd'hui en tout cas ça l'est. Donc, nous sommes 2 co-animatrices aujourd'hui, donc moi-même pour Aprobio et Maëlle pour la chambre d'agriculture et cette action, nous pouvons vous la proposer parce qu'elle s'inscrit dans le cadre du plan Bio Hauts-de-France qui est soutenu par les partenaires qui sont listés sous forme de logo, ci-dessous. Je le disais, ça existe depuis 2012. Je vous ai pas enfin, on vous a pas remis l'historique depuis 2012, mais au moins depuis 2018, des sujets qui sont traités. Globalement, nous avons 3 sujets par an qui sont normalement des sujets d'actualité, en tout cas des remontées de terrain que nous pouvons avoir au niveau des chargés de mission et qui, du coup, justifient de consacrer un temps de recherche et de vulgarisation. Donc je vous laisserai prendre connaissance. Pour votre information, le compte rendu, on l'envoie, sous forme de prise de notes sous le diaporama, hein. Donc vous aurez tous les éléments. On va pas forcément tout détailler les éléments du diaporama de ce fait et insister plutôt sur les choses importantes. Donc là, pour, les sujets de 2022, donc aujourd'hui, nous sommes ensemble pour la loi Egalim. Le 16 juin, nous traiterons du coût repas, donc comment décomposer, le coût d'un repas, qu'est-ce qu'il prend en compte et après quels sont les outils, qui permettent de gérer au mieux ce coût. Et en fin d'année, nous reviendrons sur la thématique marché public qui revient assez régulièrement dans cette commission restauration collective, puisque selon l'évolution des structures, on a besoin de réinformer sur le fonctionnement, mais aussi parce que la réglementation évolue aussi à ce niveau-là régulièrement et qu'il faut pouvoir se remettre régulièrement à jour au niveau des astuces. Donc en début d'année, on vous envoie une invitation déjà avec les 3 dates et les 3 sujets. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous êtes inscrit déjà au formulaire. Vous pouvez toujours vous inscrire, aux suivantes si ce n'est pas fait et par contre, si c'est déjà fait, c'est pris en compte, il y a pas de souci, hein.
Donc au niveau des participants d'aujourd'hui, là, je ne sais pas combien on est au final pour l'instant de connectés, mais sur le formulaire, nous étions à plus de 65 inscrits, avec une répartition, toujours une forte majorité des territoires et institutions, donc autant la région, les départements, la DRAF, les EPCI, donc les comités d'agglomération, comités de communes, les parcs nationaux régionaux, les pays, enfin voilà, tout ce type de structure. Nous avons aussi une part, de partenaires techniques, donc c'est mes collègues d'Aprobio, de la chambre, mais ce sont aussi les réseaux, du type, Agores, qui peuvent être présents. Au niveau des acheteurs, là, nous sommes sur, les communes ou les établissements, collèges, lycées, les sociétés de restauration également, donc qui sont vraiment les acteurs, qui vont être, destinataires de l'information. Alors on en invite un peu les structures pilotes, c'est-à-dire qu'on n'invite pas tous les acheteurs de la région, ce serait pas possible au niveau du format de ce type de réunion. Par contre, c'est aussi pour ça que les territoires et les partenaires sont très fortement représentés, puisque eux-mêmes vont pouvoir vulgariser au sein des différents territoires sur lesquels ils agissent. Mais on a quand même quelques acheteurs pilotes qui sont aujourd'hui invités. Et les fournisseurs de restauration collective, c'est aussi bien voilà, ça peut être des producteurs, des fournisseurs type coopérative, grossistes, voilà. Tous ceux qui sont intéressés par la vente en restauration collective et qui veulent du coup se mettre à jour des informations. Au niveau de la répartition en région, donc on a des personnes qui sont d'échelle régionale et après on a une répartition par département que vous pouvez, voir, ci-dessous. Donc avec, la Picardie, on arrive de plus en plus à avoir des partenaires présents, donc on vous en remercie. On va arriver sur le sujet. Donc avant de démarrer sur le sujet de la loi Egalim, on voulait démarrer par un constat introductif au sujet de la qualité en restauration collective. En effet, les lois sont souvent vécues comme des choses qui tombent du ciel et qui s'imposent à nous et qui sont du coup vécues plutôt négativement. Et c'est toujours intéressant de reposer les enjeux de pourquoi ces lois existent et en quoi elles sont bénéfiques. Donc voilà classiquement ce que l'on peut présenter dans des réunions de sensibilisation notamment ou d'accompagnement. Donc si on prend différentes échelles, si on prend l'échelle mondiale, voilà, il est plus à prouver que l'environnement a besoin de nous, a besoin d'un petit coup de pouce. Donc on peut citer le réchauffement climatique, la pollution de l'air, l'accumulation des déchets plastiques, une biodiversité qui est en déclin. Ces 3 petits points parce qu'on n'est pas là pour dresser un constat exhaustif, mais pour, un peu, redresser le constat actuel. Au niveau national, on va plutôt être sur des enjeux sociaux, c'est-à-dire que la production, la profession agricole et les producteurs, sont actuellement en souffrance. Il y a une mauvaise rémunération du fruit de leur labeur. Il y a aussi un tarissement des aides. Et au niveau local, on va plutôt s'attarder sur les indicateurs particulièrement dans notre région qui sont alarmants au niveau des indicateurs santé de la population, puisqu'on est la région avec le plus fort taux de cancer, de maladies cardiovasculaires et la mauvaise alimentation qui en découle aussi. Et donc là, voilà, nous avons, Sacha, notre égo-justicière, qui dit, que c'est la bio peut être une des solutions à tous ces enjeux-là. Et donc ça explique pourquoi les politiques de l'alimentation ont aussi fait apparaître, ces thématiques dans la réglementation, tout simplement. Donc Sacha, c'est un petit personnage, que l'on utilise pour sensibiliser les enfants. Mais bon, étant des grands enfants, on s'est permis de mettre quand même le personnage. Du coup, au niveau des politiques, sur l'alimentation, donc ça remonte, voilà, tout ne vient pas d'arriver, c'est pas imminent, hein, c'est connu de longue date, ces objectifs d'amélioration de l'alimentation. Ça remonte même à plus loin que ça, puisque le Grenelle de l'environnement, qui exprimait déjà du bio en restauration collective, date de 2008. Mais bon, là, on va quand même s'occuper des choses les plus récentes. Donc on vous a mis les acronymes, hein, PNA, c'est pour Programme national pour l'alimentation. La loi Egalim, en toutes lettres, enfin avec tous les mots, elle s'appelle la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Donc on comprend pourquoi on dit loi Egalim, hein, sinon ce serait un petit peu trop long à dire régulièrement.
Et la loi climat et résilience, en tout c'est pareil, elle s'appelle, de son nom entier, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Donc on va s'intéresser principalement, à ce qui arrive depuis 2018, donc cette loi Egalim, et la loi climat et résilience qui est là depuis 2021. Et alors pourquoi la restauration collective est particulièrement visée dans ces lois, donc que ce soit la loi Egalim ou les lois climat? C'est car la restauration collective, donc on devrait dire la restauration collective à caractère social, parce que c'est ça qui distingue la restauration collective, comme on l'entend, de la restauration commerciale, où on peut aller en famille, manger le week-end et en restauration commerciale, on paye la totalité du prix, du repas. En restauration collective, le convive ne paye pas la totalité du prix qui est pris en charge par, le le comment dire? La personne qui en a la compétence. Si c'est, une commune, si c'est les écoles primaires, c'est la commune, si c'est un restaurant administratif, c'est l'administration. C'est voilà, c'est vraiment le côté, restauration collective à caractère social. Et donc cette restauration collective, elle a 3 principaux effets intéressants. C'est qu'elle nous permet de démocratiser le bio et de fait tous les produits durables et de qualité auprès de toutes les couches sociales, toutes les générations et tout le territoire. Puisque la restauration collective, vous l'aurez compris, c'est de la petite enfance à la maison de retraite, donc toutes les générations, toutes les couches sociales, puisqu'il y a aussi des dispositifs d'aide pour les foyers défavorisés en restauration collective. Donc ça nous permet de toucher aussi les enfants issus de familles défavorisées et tout le territoire, parce que la restauration collective est absolument partout géographiquement. Le deuxième effet intéressant de la restauration collective, et surtout sur le domaine de l'enseignement, c'est de pouvoir sensibiliser le convive. L'objectif, c'est pas uniquement de mettre les produits dans l'assiette, donc c'est déjà très très bien, mais c'est pas uniquement ça, c'est aussi d'amener le convive à s'interroger sur sa consommation et voire l'emmener vers un changement de comportement alimentaire pour être dans des phases de transition alimentaire vers une alimentation qui répond mieux aux enjeux qu'on a dressés dans le constat, quelques diapos précédentes. Et donc forcément en enseignement, on comprend que la restauration collective, elle est vraiment importante sur ce levier de sensibilisation du convive, mais elle peut l'être aussi au niveau des entreprises, hein, puisque le salarié peut, ne pas juste considérer le repas du midi comme un temps de repas, mais également comme un temps d'éducation aussi, à l'alimentation. Et le troisième effet, favorable de la restauration collective, c'est qu'elle permet de développer et conforter les filières bio de produits qualité, du producteur local au consommateur final, en passant par toutes les étapes, intermédiaires que sont les transformateurs, distributeurs et artisans. Donc pour illustrer cela, par exemple, si on a un boulanger sur la commune qui hésite à démarrer une gamme de produits bio, c'est un fort risque pour lui s'il n'a pas l'assurance d'un marché qui va arriver, d'une clientèle importante pour prendre en compte le coût de sa certification et de son changement de pratique. Or, s'il est en contrat, notamment marché public, avec la restauration collective, ce boulanger va savoir de manière certaine les volumes qui vont être consommés par la restauration collective et donc ça réduit le risque de son changement de pratique et donc il peut développer une gamme de produits bio pour la restauration collective dans un premier temps, mais cette gamme, bien évidemment, l'intérêt, c'est qu'elle serve également à l'ensemble de la population sur, la commune, donc à toucher le citoyen en deuxième lieu. C'est pour ça que la restauration collective, on parle souvent d'un levier, c'est vraiment pour, ces 3 aspects-là. Donc maintenant la loi Egalim, on va passer sur, vraiment le cœur du sujet et du coup là, je laisse, Maëlle prendre la main sur, l'explication de qui est concerné par ces lois Egalim, précisément. Ouais, donc l'idée effectivement, hein, c'est de vous redécrypter les 2 lois ensemble, hein, loi Egalim et loi climat et résilience pour voir un peu du coup ce que ça donne aujourd'hui. Donc dans les textes, de loi, on a plusieurs, interlocuteurs qui sont cités. Donc pour que vous ayez bien compris de qui il s'agit, donc il y a les personnes morales de droit public, qui ont un restaurant collectif. Et là, on parle évidemment de la restauration communale, des collèges et des lycées publics. On met la restauration qui est liée à l'État un petit peu à part, puisque eux, ils vont avoir
des objectifs plus ambitieux. Hein. L'État s'est mis un objectif un peu d'exemplarité, donc on les met un petit peu à part. Il y a également des personnes morales de droit la privé. Donc, par exemple, ça peut être Orpea qui gère des maisons de retraite ou un groupe qui gère une école privée, par exemple. Donc, et ces personnes morales de droit privé, dans la loi, elles sont en charge d'une mission de service public sur certains domaines bien particuliers, donc l'enseignement, l'université, la santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, les établissements pénitentiaires et tout ce qui est accueil d'enfants de moins de 6 ans. Ensuite, on a effectivement la catégorie de la restauration collective de l'État, là, qui est un petit peu à part puisqu'ils ont des objectifs spécifiques. Et ça, c'est nouveau depuis la loi climat et résilience. Et également, la nouveauté qu'on a vu apparaître, c'est que le législateur il a décidé d'élargir vraiment à toutes les autres personnes morales de droit privé qui ont un restaurant collectif. Et donc là, on retrouve la restauration notamment d'entreprises qui n'étaient pas du tout concernées au départ. Je te laisse passer au suivant. Donc, ce qu'on va regarder, ces personnes donc, sont concernées par différentes mesures. Il y en a 5 qui sont les principales qu'on retrouve dans les 2 lois. Donc, des objectifs sur le pourcentage d'approvisionnement. Donc, on va détailler tout à l'heure. La question de la diversification des sources de protéines, l'information du convive, le gaspillage alimentaire et le don alimentaire qui évidemment contribuent à diminuer ce gaspillage, et la substitution des plastiques. Donc pour le premier point qu'on souhaitait aborder avec vous, c'est justement ces objectifs pour poser le cadre. Donc, on retrouve nos petits groupes de personnes, les restaurants collectifs de personnes morales de droit public et personnes morales de droit privé avec une mission de service public dans certains domaines. Et là, on a un objectif, en fait, pour ces personnes-là, qui est de 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de bio. Ça, c'est l'objectif que vous connaissez probablement déjà, qui vient de la loi Egalim dès le départ. Là, on a une sorte de sous-objectif qui vient se rajouter et qui concerne les viandes et poissons. Et donc, on a un objectif de 60% de viande et poissons qui doivent être durables et de qualité. On reviendra après sur la définition de qu'est-ce qu'on entend par durable et de qualité, mais là, on pose les bases sur les différents objectifs. Donc, ça veut dire que si on a 100 euros sur 100 euros hors taxe de viande et poissons qui sont achetés, il faudra qu'il y ait 60 euros qui soient des viandes et poissons durables et de qualité. Petite précision également, du coup, sur la viande, là, qu'est-ce qu'on entend derrière ces produits carnés? On a les viandes bovines, les viandes porcines, ovines et de volaille. Voilà, après, les canards, etc., des choses un peu plus atypiques, on va dire, qui n'ont pas été pris en compte pour le moment dans ce comptage. Et là-dessus, évidemment, donc on avait l'objectif des 50% qui, lui, donc, devrait déjà être atteint par tout le monde, puisque c'était 1er janvier 2022. Et c'est ce nouveau sous-objectif sur la viande et le poisson, lui, par contre, c'est pour dans 2 ans, c'est-à-dire au 1er janvier 2024. Ensuite, on a la catégorie des personnes morales de droit privé autres qui n'ont pas une mission de service public. Donc, dedans, on a les restaurants d'entreprise. Et eux, ils ont le même objectif, 50% et 60% sur la viande et le poisson. Et par contre, comme c'est tout nouveau pour ce public-là, l'atteinte de cet objectif-là, il est pour les 2 objectifs à 1er janvier 2024. Et ensuite, on a la restauration collective de l'État, que ce soit les services déconcentrés de l'État, la DRAF, DREAL et autres, que les ministères.
Là, on a l'objectif qui est le même, 50 de produits durables et de qualité, dont 20 de produits bio. Par contre, sur la viande, 100 des viandes et poissons qui doivent être durables et de qualité. Donc un objectif très ambitieux sur ce point-là. Et donc un peu pareil que pour les autres publics, on a une déclinaison 2022, c'était l'objectif qui devait être atteint et qui était fixé par la loi Egalim. Par contre, pour la viande et le poisson, comme c'est tout récent de la loi climat, là, c'est pour 2024. Donc voilà un petit peu pour le cadre général. Donc l'idée maintenant, c'est de décliner qu'est-ce qui rentre dans ces produits durables et de qualité qui sont reconnus par ces 2 lois du coup. Donc les premiers éléments sont les signes officiels de qualité, les SIQO, où on retrouve dedans l'agriculture biologique. Sont pris également en compte les produits en conversion qui ont au moins une année de conversion. Les 4 autres, signes officiels de qualité, donc label rouge, identification géographique protégée, AOP, app origine protégée et SG, spécialité traditionnelle garantie. Après, haute valeur environnementale, donc on va détailler à chaque fois les dans d'autres diapos ce qu'il y a comme produits régionaux, pour derrière chacun de ces logos. L'écolabel pêche durable, les produits des régions ultrapériphériques, les produits issus du commerce équitable avec des différenciations. Il y a du coup, labels qui concernent uniquement l'origine France, d'autres qui sont uniquement nord-sud et d'autres qui sont nord-sud et origine France. Du coup, on va essayer de vous vulgariser un petit peu ça aussi, tout à l'heure. En tout cas, de préciser ce qui est en régional, hein, c'est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui. Maëlle, je ne sais pas si tu veux poursuivre sur cette diapo? C'est poursuivre, parce qu'en plus on les, redétaille pas forcément, tous, après, parce qu'on va redétailler uniquement, là où il y a eu des changements, entre la loi Egalim et la loi, climat et résilience. Ensuite, on a les produits fermiers, donc là, effectivement, on retrouve un petit peu plus, nos petits producteurs et nos achats en circuit court, on va dire classiques, qui sont pas sous un signe, officiel, de qualité. Donc là, c'est les produits qui ont la mention fermier, produits de la ferme ou produits à la ferme. Et la complexité un petit peu là-dedans, c'est que c'est uniquement pour les produits qui ont une définition réglementaire pour ce terme-là. Et en fait, il y a des textes pour se appeler fermier. C'est possible de le faire pour la volaille, pour les œufs, pour le fromage. Et dans les fromages, on inclut également le fromage blanc. Et la définition en fait réglementaire, c'est un fromage qui est fait avec le lait de la ferme et transformé à la ferme. Donc par extension, même s'il n'y a pas une définition noir sur blanc réglementaire, on peut éventuellement considérer que les yaourts qui sont faits avec le lait de la ferme et transformés à la ferme peuvent également être pris en compte dans cette catégorie. Ensuite, un petit peu aussi dans le même contexte, et ça c'est nouveau, on a une nouvelle disposition qui a été ajoutée qui s'appelle produits acquis principalement sur la base de leur performance en matière de protection de l'environnement et d'approvisionnement direct. Donc là, avec cette notion d'approvisionnement direct, on a un peu la question des circuits courts, 0 ou 1 intermédiaire derrière. Bon, par contre, derrière performance en matière de protection de l'environnement, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que c'est juste la réduction de la distance, des kilomètres, de l'effet de serre, enfin, voilà, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça, c'est vrai que c'est une disposition qui est récente et du coup, où il n'y a pas forcément un décret d'application très précis. On sait juste qu'au niveau du ministère, il y a une analyse au niveau juridique et technique qui est en train d'être faite pour essayer de préciser un petit peu plus l'application concrète de ce terme. Mmh. Oui, pour l'instant, on les utilise toujours en termes de critères de sélection dans les marchés publics. Ça, c'est toujours valable. Mais de là à les exiger, on attend effectivement des compléments, de cette analyse, technico-juridique. Voilà, et ensuite, il y a d'autres produits
il y avait une autre disposition dans le premier texte de la loi Egalim, qui était les produits tenant compte des externalités environnementales positives. Donc là, derrière, ça veut dire une analyse de cycle de vie ou ACV. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas de référentiel qui permet de classifier en fait un produit par rapport à un autre, par rapport à une analyse de cycle de vie. Donc, pour l'instant, elle est assez difficilement exploitable en fait cette disposition. Et le législateur a également précisé que donc, tout produit équivalent à l'un de ces produits durables et de qualité peut également être considéré comme rentrant dans le cadre de la loi. Après, cette équivalence, donc ça veut dire qu'il y aurait un cahier des charges ou des propriétés du produit qui soient similaires. Et ce choix hein, de déterminer si c'est équivalent ou pas, c'est laissé à l'appréciation de l'acheteur, en fait. C'est vraiment l'acheteur qui prend cette responsabilité de se dire, moi, je considère avoir tel un tel critère et telle information de mon fournisseur, et du coup, ça me permet de considérer que c'est équivalent à l'un de ces produits durables et de qualité. Donc, c'est sûr, c'est pas forcément hyper confortable, mais voilà, c'est le choix qui est laissé à l'acheteur. Petite précision également, parce qu'on ne reviendra pas dessus après. Sur l'écolabel pêche durable, il n'y a pas de pêcheries dans les Hauts-de-France qui sont certifiées. Hein, si vous en cherchez, vous n'en trouverez pas. Et c'est un label qui est différent de MSC. Hein. Donc ce que nous dit la loi, c'est qu'au minimum 20 c'est ce qui s'affiche là, c'est les produits biologiques qui sont certifiés et l'ensemble de tout ça, c'est 50. Donc après à répartir, comme vous le pouvez, comme vous le souhaitez. Et c'est du coup dans ces 50 on va détailler, enfin on va pointer ceux qui sont, plutôt, disponibles, en région Hauts-de-France. Donc on commence par les 20 de produits biologiques. Donc vous avez ici un extrait de notre observatoire de l'agriculture biologique qui nous permet de savoir combien il y a de fermes bio et quelles sont les surfaces, biorégionales. Donc voilà, les chiffres, il y a 5 des fermes qui proposent du bio et ça représente 2,5 des surfaces, régionales. Donc il y a un grand enjeu à continuer à développer, et à soutenir le développement de l'agriculture biologique dans notre région. Je vous ai mis la répartition de l'assolement, c'est-à-dire c'est là où on voit les surfaces qui sont plutôt dédiées aux prairies, aux élevages, ou celles qui sont plutôt dédiées aux grandes cultures et enfin celles qui sont dédiées, aux cultures de légumes ou de fruits qui peuvent, approvisionner la restauration collective notamment. Et ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution qui parle aussi d'elle-même. C'est que ça voilà, on part de bas, c'est sûr, mais l'évolution, elle est constatée et elle ne fait qu'augmenter. Donc elle n'est pas seulement du fait de la loi Egalim évidemment, mais ça permet quand même de sécuriser et de renforcer l'intérêt des producteurs et des opérateurs pour ce type de certification. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que, on a l'impression que ça représente pas beaucoup en surface, mais quand on regarde, combien un hectare de carottes peut produire de carottes, c'est vrai que là, du coup, on se rend compte qu'on a quand même déjà, de la matière pour approvisionner la restauration collective. Et donc justement, quels sont le cœur de gamme que l'on peut, avoir, facilement en Hauts-de-France? Donc quand on dit cœur de gamme, c'est le fameux, 80-20, c'est-à-dire que 80 du chiffre d'affaires est, issu de 20 de produits qui sont les plus commandés, en fait. Et donc ça tombe bien, ça correspond aussi à ce qu'on peut trouver facilement en région. Donc quand on regarde la viande, on va surtout regarder la viande bovine et la viande porcine. Donc, en bœuf, on a du sauté de bœuf, du carré haché qui correspond au steak haché, des merguez, s'il y a du bœuf dedans. Au niveau du porc, on va avoir du sauté également et tout ce qui est, saucisse, chair à saucisse. On va s'arrêter là pour, la viande bio. Disons que c'est ce qui est le plus facilement, qui est plus facile à introduire en restauration collective aujourd'hui en termes de coût et de disponibilité. Au niveau des fruits et légumes, on a à la fois des fruits et légumes bruts, mais également en 4e gamme. Donc, 4e gamme, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire qu'ils sont déjà, lavés et épluchés, partiellement ou totalement.
Donc au niveau de ces légumes, on va retrouver tout ce qui est betterave rouge, les carottes, on a des champignons, on a toutes sortes de choux, toutes sortes de courges, les céleris, les poireaux, les salades aussi, un peu en été plutôt, les tomates et tout ce qui est ail, oignon qui peuvent permettre, d'intégrer aussi beaucoup de recettes. Au niveau des fruits, c'est plutôt, pommes et de la poire avec un peu de fraises aussi, à la saison de la fraise. Au niveau des produits laitiers, donc on a quelques fromages, hein, ça va de la mimolette, à la tome. On avait du maroilles bio également. On a des yaourts, donc nature, sucrés, aromatisés, un peu tout ce on peut trouver des crèmes dessert, du fromage blanc, les œufs en coquille et en liquide et au niveau de l'épicerie, on va trouver les farines, le pain, l'huile de colza, des jus de pommes, et un peu enfin en alcoolisé, du cidre et de la bière. Donc ces produits-là, c'est ceux globalement que l'on utilise pour vous accompagner à rédiger vos marchés, pour, avoir des lots 100 bio, donc pour du coup ne pas, pour optimiser, le fait de s'adresser à des fournisseurs régionaux puisqu'on peut pas être sûr et certain de les retenir, mais déjà en rédigeant des marchés qui permettent qui leur permettent de répondre, c'est déjà une première étape importante. Donc là, vous pouvez vous tourner vers, Aprobio et Bio en Hauts-de-France pour vous accompagner dans cette rédaction des marchés publics, selon où vous êtes, positionnés en région. Et donc, les principaux lots, qui reprennent, hein, ce cœur de gamme, sont listés, là-dessus. Et si vous voulez découvrir aussi, des producteurs bio et réaliser des achats, ils sont également référencés sur la plateforme, APROLOCAL, donc que Maëlle en reprécisera, quelques éléments chiffrés, dans d'autres diapos. Au niveau des autres produits, sous signe de qualité, donc là on arrive sur les SIQO. Donc il y en a 48, alors bien sûr tous les SIQO de France, sont comptabilisés dans ces 50 de produits, durables et de qualité. Mais si on vise la région, on a 48 produits qui sont disponibles sous SIQO en région Hauts-de-France qui, pareil, on a une belle diversité au niveau des filières puisque ça va des filières, de produits carnés, les fruits et légumes, les produits de la mer, les produits laitiers, les produits de la boulangerie et de la boisson. Il y a le guide SIQO qui permet de retrouver toute l'information à ce sujet et Cathy, du coup, je te laisse la main si tu souhaites, dire, quelques mots sur les produits, concernés et ceux qu'on a identifiés comme étant les plus consommés ou consommables en restauration collective. Merci. C'est vrai que dans les 48 produits qui sont sous SIQO, qui sont présents sur le territoire des Hauts-de-France, tous ne sont pas forcément facilement utilisables en restauration collective, hein, notamment auprès des enfants. Hein. Je pense par exemple au filet de hareng fumé ou au saumon farci. Mais on a en quantité de la volaille de Lique, donc qui est disponible notamment en découpe, le maroilles, l'endive, et puis on n'a pas noté aussi, mais il y a des légumes secs, notamment le lingot du Nord, le flageolet qui est en label rouge, qui peuvent facilement être utilisés en restauration collective. Et donc vous retrouvez tous ces produits dans le guide SIQO dont le lien est repris ici. Et dans ce guide, vous avez également les coordonnées pour contacter pour contacter les acheteurs et qui pourront vous fournir les produits. Merci Cathy. On continue notre tour de ce qui est éligible dans les 50. Du coup, on arrive sur, les produits qui entrent dans la catégorie haute valeur environnementale. Oui, donc là-dessus, une petite précision, puisqu'il y a eu des changements dans la nouvelle loi climat. Donc, pour rappel, la haute valeur environnementale, c'est un label qui existe depuis une dizaine d'années en France, mais qui est surtout utilisé en viticulture au départ. Et là, depuis, on va dire, 3-4 ans, le ministère souhaite vraiment lui donner beaucoup plus d'ampleur et essayer de déployer au maximum sur toutes les filières ce label qui a 3 niveaux. Donc un premier niveau qui est un niveau vraiment de base qui permet de faire un diagnostic, un état des lieux de l'exploitation. Un niveau 2 avec quelques
critères à prendre en compte. Et le niveau 3 qui là est le niveau vraiment le plus exigeant, mais c'est également le seul qui permet de parler d'une exploitation HVE et de pouvoir mettre sur les produits qui sont vendus le fameux logo HVE. Ce label donc, de la haute valeur environnementale, il s'appuie sur en fait 4 piliers. Il y a des critères, enfin des points à valider à la fois sur des aspects concernant la biodiversité, sur la gestion de l'irrigation de l'eau, sur les intrants, l'azote et sur les produits phytosanitaires. Dans la loi, étant donné que effectivement c'est pas forcément un label qui est hyper développé pour le moment, jusqu'à une certaine date, va être autorisé ce qu'on appelle entre guillemets le niveau 2, qui son vrai nom c'est la certification environnementale de niveau 2. Et celle-ci, elle est comptabilisée donc dans les 50% jusqu'au 1er janvier 2027. Avant, c'était jusqu'au 1er janvier 2030. Enfin 2029, j'ai un doute là du coup, jusqu'au 1er janvier 2030. Donc jusqu'à la fin de l'année 2029, c'était possible de le comptabiliser. Maintenant, on a resserré un petit peu les dates pour un peu accélérer aussi la transition vers ce label. Et donc, évidemment, la certification environnementale de niveau 2, il n'y a pas de logo sur le produit en tant que tel, mais par contre, il y a un certain nombre de démarches qui sont vraiment reconnues par le ministère comme étant conformes à cette certification environnementale. Et là, on vous en a repris certains, les principaux en fait, surtout qui existent dans la région des Hauts-de-France. Et donc, par exemple, on va retrouver les vergers éco-responsables qui sont bien une équivalence de la certification environnementale de niveau 2 et la plupart, en tout cas une grande partie des vergers de pommes et de poires de la région sont vergers éco-responsables. On va retrouver également depuis peu la production et transformation de viande de veau de boucherie qui est portée par Bleu Blanc Cœur. Donc il y a aussi, ça c'est assez récent, il y a aussi des démarches de certaines marques comme Bleu Blanc Cœur qui veulent aussi pouvoir rentrer dans la loi Egalim par ce biais-là. Vous allez également retrouver tous les produits Perles du Nord. Donc par exemple l'endive, il y a quand même une grosse partie de la production qui est sous l'enseigne Perles du Nord. Et donc là, c'est bien également une certification environnementale de niveau 2. Voilà, je ne vais pas détailler toutes les cas de figure, mais en tout cas, ce tableau reprend quand même les principaux qu'on peut trouver en Hauts-de-France. À date, puisque du coup, ça peut aussi évoluer. Est-ce que Oui. ça a déjà évolué par rapport à quand on présentait la loi Egalim au départ, quoi? Alors. Ensuite, donc un deuxième petit zoom sur la question du commerce équitable, qui est également une nouveauté dans la loi, puisqu'on n'avait pas ce label-là qui était pris en compte. Donc, du point de vue des Hauts-de-France, c'est quand même, ça concerne quand même peu de filières et peu d'acteurs. Mais il faut quand même être en veille parce que c'est un peu peut-être comme le HVE, peut-être que ça va monter en puissance et puis il y a une demande du consommateur assez forte. Donc il y a voilà, il y a peut-être des démarches qui vont se mettre en place. Par contre, il faut être vigilant entre guillemets avec ce que j'appelle entre guillemets les faux équitables, hein, pas que ce soit pas des démarches qui soient pas louables et intéressantes. Mais là, vraiment, dans le texte, ça doit dépendre du texte réglementaire français qui est basé sur 8 critères. Dans ces critères-là, je ne vais peut-être pas tous vous les lire, hein, mais il y a évidemment un des gros piliers du commerce équitable, c'est le prix rémunérateur et la négociation équilibrée entre les acteurs. Il faut qu'il y ait la mise en place d'une gouvernance démocratique entre les différentes organisations pour justement assurer une négociation équitable. Il faut qu'il y ait un montant supplémentaire qui soit alloué au financement de projets collectifs
du collectif porteur de la démarche en question. Et il y a également les notions de transparence et de traçabilité qui sont très importantes dans le commerce équitable. Donc, finalement, derrière ça, on va retrouver, donc c'est les... Tu peux... ouais, peut-être revenir sur la diapo d'avant, si c'est possible. Ah, pardon. Ouais, j'aurais dû le remettre là. Mais en fait, voilà, ce que vous avez retrouvé comme vraiment défini, qui correspond à la définition française du commerce équitable, c'est ces logos qu'on vous a mis ici. Le reste, ben, par exemple, celui qui est très connu comme C'est qui le patron, il ne rentre pas en fait dans ces 8 piliers, donc on ne peut pas aujourd'hui le considérer comme étant compatible avec la loi Egalim. Tu peux revenir du coup. Voilà. Et je voulais faire un petit zoom, parce que quand on pense commerce équitable, on pense surtout café, chocolat et commerce équitable Nord-Sud. Dedans, il y a bien 2 labels qui sont uniquement du commerce avec une origine France qui est garantie. Donc, c'est Agriétrique France. Et là-dessus, on a comptabilisé qu'il y a à peu près une quinzaine d'exploitations qui sont concernées, a priori plutôt des exploitations qui font des céréales. Il y a une vingtaine de boulangeries qui sont agréées commerce équitable agriéthique. Et il y a des entreprises comme Cocorette qui a labellisé 100% de ses œufs, qui sont aussi basées dans la région et qui du coup rentrent là-dedans. Et par exemple, l'artésienne de Minoterie qui fait du pain et des farines. Il y a également un autre label qui est bioéquitable en France. Et donc là, aujourd'hui, en Hauts-de-France, qui est référencé par rapport à ce label-là, c'est la coopérative Nora Bio et Biocop. Bon, après, dis donc, par rapport à la loi Egalim, comme ils sont déjà bio, ils rentrent déjà d'office dans la comptabilisation, en fait. Voilà, Du coup, on passe à ton application en exemple. ouais, après, je voulais faire, juste pour conclure un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que c'est parfois un peu indigeste, avec des exemples, certains produits donc, qui sont Egalim compatibles. On va retrouver par exemple les pommes des vergers éco-responsables, les endives, comme je vous disais, des Perles du Nord, le lingot du Nord, comme nous a cité Cathy, qui est également comptabilisé. Une carotte HVE, c'est également un produit Egalim. Un fromage en conversion biologique qui a 2 ans qui est en conversion depuis 2 ans, c'est également comptabilisé. Une banane de Martinique avec le logo RUP également. Des œufs Cocorec des Hauts-de-France également comptabilisés. Un seau de fromage blanc fermier également comptabilisé. Par contre, là où c'est pas comptabilisé, si on a des pommes de terre qui sont saveur en or, malheureusement, si elles ne sont pas dans autre chose, ou si elles ne sont pas HVE, ou si elles ne sont pas sous signe officiel de qualité, elles ne sont pas comptabilisées. Du lait de montagne, bon, ça ne concerne pas notre région, mais l'appellation de montagne, ben, ce n'est pas non plus quelque chose qui peut être comptabilisé. Certaines marques régionales avec des cahiers des charges qui sont intéressants, qui apportent vraiment un plus en termes de qualité, ben, ne sont pas non plus comptabilisés parce que ça ne rentre pas dans les critères principaux. Donc, par exemple, les poulets DOPI, ce sont pas des produits qui peuvent être comptabilisés. Ou un chou qui est juste local, qui vient juste des Hauts-de-France. Aujourd'hui, il n'est pas Egalim, sauf si voilà, on faisait appel à la mention concernant les approvisionnements directs. Mais là, c'est vrai qu'on attend quand même cette expertise juridique et technique. Et puis, par exemple, à l'appréciation de l'acheteur, on a, par exemple, les œufs Bleu Blanc Cœur. Parce que Bleu Blanc Cœur a beaucoup communiqué sur le fait qu'ils avaient fait des analyses de cycle de vie et qu'ils étaient capables de prouver que leurs produits, au travers de leur cahier des charges, avaient des impacts sur l'environnement qui étaient plus faibles. Pareil, on sait qu'il y a des acheteurs qui considèrent que le label MSC, eh ben, il a une forme d'équivalence à l'écolabel pêche durable. Mais ça, c'est pareil, ça reste vraiment à l'appréciation de l'acheteur.
et un yaourt fermier. Voilà, c'est une extension de l'interprétation de la loi, mais c'est également quelque chose qui est plutôt à l'appréciation de l'acheteur. Est-ce que du coup, on prend une série de questions ou on continue les autres mesures phares de Restocco avant? Je pense qu'on peut faire un tour de questions. OK, je vous laisse, je vois pas la conversation moi. Alors, dans produits acquis principalement sur la base des performances en matière de protection, est-ce que le « et » est inclusif ou est-ce qu'on considère l'un ou l'autre des critères? Ben, dans le texte, de loi, c'est un « et », donc je pense que il faut considérer l'un et l'autre. C'est là où il y a un peu une ambiguïté parce qu'effectivement, si on considère juste les approvisionnements directs, je crois qu'avec la définition, officielle qu'on a avec, 0 ou un intermédiaire, on pourrait s'en sortir. Par contre, derrière performance en matière de protection environnementale, c'est un peu plus flou, ce qui est, attendu ou pas. Marie, je te laisse répondre à celle-ci. Nous n'avons pas de pommes de terre bio dans les Hauts-de-France. Je pense que oui, mais Si. Il y a c'était beaucoup de pommes de terre bio. Il y a même vous pouvez les avoir en brut ou les avoir en 4e gamme. mmh, je pense qu'elles étaient juste pas citées. Ah. Clovis a fait une remarque sur les cucurbitacées, les soupes ou gratins, je sais pas trop à à quoi ça se référait. S'il veut prendre la parole ou Oui, non, bonjour à tous. C'est en complément et tout. Complément de la question sur les pommes de terre, savoir si les cucurbitacées bio, il y en avait aussi dans la région. Alors les cucurbitacées, il y a le potimarron dedans, des choses comme ça ou Oui, c'est vraiment oui. marron, courge, Oui, donc pas de problème, oui, il y a tout ça. OK, non, c'est effectivement, je pense que la question venait du fait que ça ne s'était pas cité dans la diapositive, donc si ça pouvait être ajouté. D'accord. Oui, j'avais précisé que le cœur de gamme, mais classiquement, ce que vous trouvez, en vente directe, chez votre producteur, c'est productible en bio en région également, en fait, hein. Mais du coup, je repréciserai effectivement tout ce qui est potimarron, courges, notamment on les utilise en recette de cuisine en atelier pour, préciser qu'il ne faut pas enlever, la peau des potimarrons quand on cuisine, un potimarron bio puisque la majeure partie des vitamines, des minéraux et des fibres, sont, dans la peau des légumes. Donc et effectivement, je le rajouterai. pardon. Du coup, je veux bien que tu retournes sur la diapo sur le HVE parce que j'ai pas dû être très claire. Donc, serait-il possible de préciser quels produits sont en HVE niveau 2 et niveau 3 dans la diapo? Donc en fait, si vous voyez le petit logo, si tu reviens juste avant, si vous voyez le petit logo noir et blanc avec haute valeur environnementale, vous êtes forcément sur du niveau 3. C'est les seuls produits en fait qu'on a le droit d'appeler haute valeur environnementale. Par contre, la certification environnementale, donc dans la diapo, c'est tous les produits en fait qui sont cités ici dans le tableau. Ça, c'est des produits qui aujourd'hui sont pas HVE. Par exemple, voilà, tous les légumes qui sont produits sous cahier des charges Bonduelle dans les Hauts-de-France sont pas HVE. Par contre, ils ont tous la certification environnementale de niveau 2. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, c'était justement pour savoir si il y avait également des niveau 3 en région, si en effet l'ensemble de ceux dans la diapo sont niveau 2. Ah oui, du coup, par contre, il y a effectivement, donc ils sont pas très nombreux, mais alors j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a des j'ai le chiffre d'une centaine, mais je crois que c'est que sur le nord, d'exploitation. Mais en tout cas, effectivement, il y a des exploitations qui sont quand même HVE, et peut-être pour ceux qui sont plutôt, dans la partie nord Pas-de-Calais, connaissent, la ferme, mince, je l'ai sur le bout de la langue.
Je vais retrouver. La ferme du Vinage, par exemple, à Ronc. Voilà. Je cherchais, j'ai du fromage de chez eux dans mon frigo, mais je vis le goût. Voilà, la ferme du Vinage, c'est une ferme qui est haute valeur environnementale, qui fait du fromage, voilà, qui fait principalement ça produit, mais qui est HVE pour l'ensemble de son exploitation. Donc il y a effectivement aussi des produits HVE. C'est juste que comme ils ne sont pas hyper nombreux, on vous met quand même aussi cette certification environnementale qui est plus difficile à décrypter. Ça fait beaucoup de logos, hein, ça on en a bien conscience. Après, je pense qu'on est présent, hein. Si vous avez des doutes, faut pas hésiter, le moment venu, à poser les questions aux structures d'accompagnement. On peut répondre, hein, tout à fait. Il n'y avait pas d'autres demandes d'éclaircissement sur cette première partie? Et Mireille signalait qu'il y avait aussi des vergers, donc je pense des vergers qui sont déjà HVE. Je pense que c'était ça l'objet de sa remarque. Et effectivement, d'ailleurs, dans certaines, on va dire, filières là, qui sont portées par ces démarches que vous voyez à l'écran, il y en a certaines qui ont vraiment cet objectif d'emmener un maximum de producteurs vers le HVE. Et même en dehors de ça, bon, ils sont concernés par Pèlerin du Nord, mais par exemple, le marché de Falampin est en train d'être accompagné pour justement faire passer un maximum de producteurs qui sont volontaires sur cette démarche haute valeur environnementale. Parce que c'est vrai que sur certains marchés, notamment auprès de la restauration collective, mais auprès aussi d'autres acheteurs, GMS ou autres, il y a quand même une demande qui monte en fait sur cette haute valeur environnementale. Je reviens du coup là où on en était. C'est bon, pas de frustration qui reste dans le chat? Du coup, on peut continuer sur les autres mesures phares. On va passer un peu plus vite, mais on voulait quand même les citer parce que du coup, sinon, on s'arrêterait qu'aux produits. Donc là, on va voir les 4 autres mesures phares de la restauration collective qui sont précisées dans cette loi Egalim et cette loi climat et résilience. Donc, on va parler de la diversification des sources de protéines et du menu végétarien, de l'information des convives, de la lutte contre le gaspillage alimentaire et les dons alimentaires, et la substitution des plastiques. Donc pareil que pour les produits durables et de qualité, il y a une application progressive, donc les dates d'entrée en vigueur peuvent être différentes et différenciées selon les types de publics. On va essayer d'être le plus transparent là-dessus, enfin, de vulgariser au mieux ces éléments-là. Donc au niveau des diversifications des sources de protéines et du menu végétarien, donc c'était déjà connu, l'expérimentation d'un menu végétarien qui maintenant est rendu pérenne et obligatoire. Donc par semaine, chaque structure de restauration scolaire doit proposer un menu végétarien au moins une fois par semaine. Ensuite, il faut pouvoir rédiger pour tous les restaurants qui ont plus de 200 couverts par jour en moyenne. Il faut pouvoir rédiger un plan pluriannuel de diversification des protéines. Une nouveauté qui est arrivée avec la loi climat et résilience, c'est l'expérimentation pour les collectivités territoriales volontaires, donc vraiment celles qui le souhaitent, de commencer à proposer une option végétarienne quotidienne. Donc sous le même format que le menu végétarien une fois par semaine, c'est une expérimentation pour 2 ans sur la base du volontariat pour pouvoir avoir un résultat en fin d'expérimentation et voir comment ça va être pris en compte à l'avenir. Et au niveau de la restauration collective d'État, pareil, il y a une petite nuance, c'est que là, il y a une obligation de proposer une option végétarienne quotidienne à partir du 1er janvier 2023. Donc pour les restaurations collectives d'État et assimilées aux entreprises publiques nationales, quoi. Et on vous a mis pour rappel, du coup, végétarien, c'est bien sans chair animale, c'est-à-dire ni viande, ni poisson, ni crustacés.
Par contre, c'est pas sans protéines animales, c'est-à-dire qu'on peut avoir des protéines animales via les produits laitiers et les œufs. Et donc si vous voulez vous remettre à jour sur cette question des définitions, des produits végétariens et ce qu'on peut trouver en région, on remettra le lien dans le compte rendu du livret, que nous avons co-rédigé sur, les protéines, végétales en région. Et il y a tout nouvellement aussi le guide, rédigé par la chambre d'agriculture avec des recettes, sur les protéines végétales. Donc pareil, on vous mettra les liens de téléchargement dans le compte rendu pour que vous puissiez aller consulter ces ressources-là. Alors Maëlle, ouais. ensuite, il y a tout ce qui est information des convives. Donc là, effectivement, c'est une obligation d'affichage en permanence. Ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre à jour en permanence, mais en tout cas, il faut le mettre à jour au moins une fois par an. Et par voie d'affichage ou par communication électronique, il faut pouvoir dire aux convives où est-ce qu'on en est sur cette part de produits durables et de qualité. Et il y avait également l'obligation de prendre un peu la part des produits issus des PAT. Donc, je fais une petite aparté sur cet aspect information des convives. On vous en parlera un tout petit peu après, mais sur le site du gouvernement macantinebeta.beta.gouv, il y a la possibilité de générer de manière automatique une affiche avec le vote pourcentage, donc qui est plutôt bien faite et qui peut être reprise. Ensuite, pour ce qui est lutte contre le gaspillage alimentaire, je ne rentre vraiment pas du tout dans le détail, hein, mais il y a une obligation depuis 2019 de mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire et de réaliser un diagnostic sur son état, sur son niveau de gaspillage pour chaque établissement de restauration collective. L'interdiction de détruire des denrées alimentaires qui sont encore consommables. Pour les structures qui faisaient plus de 3000 repas par jour, une obligation d'établir une convention de don avec une association caritative pour pouvoir donner une partie des repas non consommés. De même, sur le site macantine.beta.gouv, vous allez trouver un modèle en fait, de convention donc, qui peut être repris directement et qui facilite le travail pour ces grosses structures qui doivent établir ces conventions de don. Et ça, c'est nouveau et c'est facultatif. Il y a le lancement là d'une expérimentation sur 3 ans pour mettre en place une solution de réservation de repas pour les gestionnaires de restauration collective, ce qui permet d'affiner au mieux la quantité de repas qui sont préparés à chaque fois. Et enfin, il y a également un certain nombre de dispositions qui datent aussi déjà de la loi Egalim, sur la substitution des plastiques pour limiter aussi ces déchets. Donc l'interdiction des bouteilles d'eau plates en plastique pour la restauration scolaire, la fin de l'utilisation de gobelets, de couverts, d'assiettes, de récipients à usage unique pour tout ce qui est portage quotidien de repas à domicile. L'interdiction également de la mise à disposition de pailles, de couverts jetables, de couvercles de gobelets, par exemple, ou tout autre objet de ce type en plastique. Et au 1er janvier 2025, on aura également l'interdiction des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique. Donc ça, c'est vrai que ça va pas mal impacter tout ce qui est liaison chaude et froide. Donc ça c'est uniquement à partir de 2028 pour les collectivités qui ont plus de 2000 habitants. L'obligation également de proposer un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables pour la vente à emporter, pour ceux qui font de la vente à emporter, ce qui n'est pas forcément majoritaire, mais voilà, pour ce cas. En entreprise, par exemple, oui. Et donc, effectivement, je vous en ai un petit peu parlé avec quelques exemples. Le ministère a lancé depuis un petit moment un site qui s'appelle Ma Cantine et dedans, on peut
effectivement retrouver un certain nombre de mesures, de guides, de ressources pour s'aider sur la loi Egalim. On a la possibilité de faire un petit auto-diagnostic assez rapide pour savoir où est-ce qu'on en est. On a à disposition aussi un tableur pour justement renseigner ces approvisionnements. Et l'idée aussi, bon, pour vous, c'est d'avoir des ressources pour vous aider à mettre en place la loi Egalim. Mais aussi du côté du ministère, ça sera également probablement un outil qui va permettre de faire remonter l'information des différentes déclarations et de pouvoir traiter plus facilement toutes ces données par rapport au pourcentage d'approvisionnement. Donc actuellement, il y a une série de webinaires qui sont en cours, donc vous avez peut-être reçu ces invitations-là. C'est des webinaires de présentation de ce site. On n'y a pas encore participé, mais voilà. Il y a la prochaine qui est le 15 mars à 14 h. Et ça, je ne détaille pas forcément, mais dans le compte-rendu, du coup, vous aurez un certain nombre de ressources, de liens vers des ressources, des fiches récapitulatives, des données sur HVE, sur la certification de niveau 2, ou tous les sites en fait qui permettent un petit peu de s'y retrouver sur cette thématique. Du coup, là, on arrive à la partie valorisation des structures pilotes. Parce que ce qu'on voulait mettre en évidence, c'est que cette loi est connue depuis 2018. Elle a fait très peur au début, mais il y en a quand même qui ont réussi des belles choses. Et on le constate aujourd'hui dans les résultats. Donc, c'est ce qu'on va présenter là. Donc, par exemple, à l'échelle du bio, on a pu constater au moment du renouvellement du groupement d'achat bio, grâce à un gros effort des institutions, régions, départements et des structures associatives d'accompagnement comme AproBio et Bio Hauts-de-France, il y a eu un travail très fin de rédaction des marchés publics et de, comment dire, de recherche de nouveaux adhérents pour ces groupements. Et donc aujourd'hui, depuis 2017 à 2020, on a doublé le nombre d'adhérents à ce groupement d'achat, donc qui beaucoup concerne les collèges et les lycées. Et dans ce groupement, il y a au moins 66 des denrées et des lots qui sont bio et régionales. C'est-à-dire que les lots ont été rédigés avec les cœurs de gamme que je vous ai présentés un petit peu en amont. Sur certains lots, c'était vraiment l'objectif. Sur d'autres, c'était plutôt la massification des volumes, hein, comme sur l'épicerie, pour qu'on puisse avoir la totalité des produits disponibles en bio. Mais là, du coup, on n'est pas forcément sur du régional. Donc, à minima, avec les lots obtenus par les fournisseurs à l'heure actuelle, on peut affirmer qu'il y a au moins les 2/3 des denrées qui sont achetées dans ce groupement qui sont bio et régionales. Donc, c'est plutôt un chouette résultat. Et après, au niveau d'appro local. On a aussi constaté, donc, alors c'est vrai qu'on ne le mesure pas depuis très longtemps, hein, mais aujourd'hui, on sait qu'au travers de la plateforme, il y a à peu près 20% de produits qui sont achetés. Donc, tous les produits qui sont sur Appro Local sont des produits des Hauts-de-France. Et dedans, il y a 20% de produits qui sont Egalim compatibles, entre guillemets, hein, qui correspondent à l'un des critères qu'on a exposés aujourd'hui. Et ce pourcentage, même si on n'a pas beaucoup de recul, on est quand même passé de 17 à 20%. Sur les produits bio, aujourd'hui, on a presque 10%. Et j'ai le souvenir qu'en 2017, je crois qu'on était à 2%. Donc, il y a aussi, voilà, même si ce n'est pas encore les 20% qui sont attendus dans la loi Egalim, on progresse quand même d'année en année. Voilà, pour information, la part de produits fermiers comptabilisés comme celle l'est dans la loi Egalim, c'est à peu près 5% des ventes. Et également, vous avez le graphique juste à côté pour vous montrer un petit peu l'évolution du nombre d'exploitations qui sont HVE, donc le dernier niveau. Et donc, on voit bien que c'est vraiment depuis 3 ans que les choses se sont vraiment accélérées. Ensuite, on voulait
aussi, vous mentionnez des initiatives qui permettent de valoriser aussi tout ce travail, parce que bon, la loi Egalim, c'est quand même vécu plutôt comme une contrainte. Mais on a des outils qui permettent de les valoriser, de valoriser les équipes qui travaillent, qui font des efforts pour justement améliorer leur implication, notamment dans l'approvisionnement local, mais aussi sur certains critères de la loi Egalim. Donc, il y a notamment le label Ici je mange local qui a été mis en place par le département du Nord, la région des Hauts-de-France, la métropole de Lille, l'Association des maires du Nord et la Chambre d'agriculture. Et grâce à un système d'étoiles, permet de récompenser chaque année les établissements en fonction du pourcentage d'approvisionnement local qu'ils font, avec évidemment une distinction, je vais y arriver. Une pastille bio dès que 20% de denrées bio régionales sont atteintes. Voilà. Un autre type de valorisation, c'est le label territoire bio engagé. Donc l'objectif de cette démarche, c'est de valoriser les engagements et les résultats en faveur du développement du bio, que ce soit en restauration collective et en surface agricole, donc en région. Et l'objectif est également d'identifier les initiatives remarquables, de faire réseau, d'essaimer et de faire progresser. Donc là, c'est une démarche qui est ouverte uniquement aux communes. Les collèges, les lycées ne peuvent pas prétendre aujourd'hui à ce label. C'est toutes les communes de la région Hauts-de-France. Alors c'est une démarche nationale qui émerge de Nouvelle-Aquitaine et qui est démultipliée dans certaines régions, dont la nôtre. Et donc on est plusieurs structures qui, du coup, Aprobio anime ce label, mais en collaboration avec d'autres structures type Chambre d'agriculture et Bio Hauts-de-France notamment, pour pouvoir vous proposer cela. Du coup, qu'on soit une commune en gestion autonome ou concédée, on peut prétendre à ce label si dès lors on a dans le cahier des charges imposé des choses à son prestataire de restauration. Et donc, les critères pour y prétendre sont ceux issus à la base du Grenelle de l'environnement, donc d'atteindre un minimum de 6% de surface agricole utile bio sur sa commune. Ou c'était 20% de bio en restauration collective, mais avec la loi Egalim, on s'est dit que pour garder le caractère engagé, il fallait que ça soit plus vertueux que la loi. Donc, pour 2022, il faut pouvoir prétendre justifier en tout cas de plus de 22% de produits bio en restauration collective, sachant que ce qui est visé, c'est le minimum 25% à l'horizon 2025. Mais on laisse le temps aux structures qui étaient vraiment pile poil aux alentours du 20% de pouvoir progresser tranquillement pour atteindre ces 25% en 2025. L'objectif, c'est d'avoir le double niveau, hein, d'avoir le bio en Restoco et la SAU bio, et du coup, ainsi de montrer une cohérence en termes de politique à l'échelle de la commune. Et pareil, il y a un système d'épis et de fourchettes pour montrer les progressions et distinguer les forts taux les forts taux de bio en restauration collective notamment. Et donc, vous l'aurez compris, ces deux démarches sont complémentaires et s'imbriquent. C'est-à-dire que d'un côté, on peut partir sur un enjeu de local, dont du bio local. Nous, sur Territoire Bio Engagé, on part sur un enjeu de bio, dont une distinction quand c'est d'origine bio-régionale. Et donc, ces deux démarches se rejoignent à un moment donné et on travaille très étroitement en collaboration pour permettre d'avoir une complémentarité entre ces deux démarches et voilà, pouvoir valoriser un maximum de structures qui font des belles choses en région Hauts-de-France. Et du coup, c'est grâce au soutien financier de la région qu'on peut proposer cette labellisation gratuitement en région Hauts-de-France, puisque dans d'autres régions, cette labellisation est payante pour permettre de prendre en charge le temps de travail d'instruction, de vérification des justificatifs que nous devons réaliser pour valider en jury les candidatures. Est-ce que vous avez des questions à cette étape de la présentation? Parce qu'après, on arrive sur Egalim 2. Alors, concernant les emballages, quid si nous fournissons au restaurant collectif des produits emballés dans des poches plastiques, mais que le restaurant l'utilise comme ingrédient à mélanger à d'autres ingrédients et non en plat de service? Je ne suis pas certaine d'avoir tout compris, mais en fait, là, on parle vraiment des plats contenant la préparation, donc tout ce qui est en amont.
le plastique éventuellement, enfin le sachet plastique dans lequel sont les ingrédients qui vont servir à faire la préparation du repas, ils ne sont pas concernés par la loi. Et la Sur en deuxième, 2025 du coup. En 2025, c'est tous les plats de réchauffe et de service. oui, mais pas du coup là où on a les contenants des ingrédients qui vont servir à la préparation. Donc le sachet avec les épices, le sachet avec les carottes. Ça, c'est pas des choses qui sont évoquées dans la loi en tout cas. Pour le moment, oui. De toute façon, l'objectif, c'est de faire la chasse au plastique, donc ça finira bien par arriver, mais ça va par étapes. Concernant le label Ici je mange local, existe-t-il pour existe-t-il pour les autres départements, pardon. Donc aujourd'hui, effectivement, il est porté par ces structures que j'ai citées. Par contre, une structure de type EPCI comme la métropole de Lille ou enfin une Comcom, quoi, ou un autre département pourrait aussi porter ce label et pouvoir labelliser donc les établissements dont il dépend, qui dépendent de lui, pardon. Ce que je peux vous proposer à Mélanie Bocan, c'est éventuellement de laisser vos coordonnées sur le chat. On ne va pas forcément détailler ce point-là ici, mais on peut reprendre contact avec vous. Je vois qu'il y a des collègues des autres structures. William, j'ai vu Christelle également. Si vous voulez rajouter quelque chose, mais je pense que voilà, on peut éventuellement reprendre contact avec Mélanie Beauchamp pour clarifier un petit peu le fonctionnement. Pas de problème, on va reprendre contact avec Mélanie Beauchamp. C'est Christelle du département. Ah bah. Et William répond par chat. Et donc, on a la précision entre deux de Xavier Verquin qui nous dit effectivement que sauf si les poches sont plongées dans l'eau chaude, remises en état. Il y a des interférences là. Qui veut intervenir? Et je crois que j'ai pris toutes les questions là. Ok. Alors, du coup, un petit point sur Egalim 2. Alors, Egalim 2. On a fait un petit focus là-dessus pour pas qu'il y ait de confusion entre Egalim 2 et évidemment la loi climat et résilience dont on a parlé, qui vient rajouter des objectifs et puis qui étend un petit peu le champ des personnes concernées. Donc, c'était vraiment très succinct. Ce qu'il faut retenir quand même au global, c'est que c'est une loi qui est assez récente, hein, ça date de octobre 2021. Aujourd'hui, il y a un peu un cadre général très global qui a été donné. Par contre, les interprofessions sont en train de travailler pour un peu spécifier pour chaque filière certains critères. Il y a des décrets qui ne sont pas sortis et qui vont probablement exclure à certains moments certains produits. Voilà, donc il y a beaucoup de cas particuliers en fait qui aujourd'hui ne sont pas encore très clairs. Mais voilà, je voulais juste que vous ayez un peu les idées principales de la loi Egalim en tête. Donc l'objectif de la loi, c'était dans la suite d'Egalim, de protéger la rémunération des agriculteurs grâce à une meilleure prise en compte des coûts de production des agriculteurs et renforcer donc la première loi. Il y a une grosse partie de cette loi qui concerne la contractualisation entre l'agriculteur et son premier acheteur qui devient obligatoire. Donc ça veut dire qu'il y a un contrat écrit qui est plus un simple contrat oral pourra plus suffire entre l'agriculteur et son premier acheteur. Ce contrat il doit être pluriannuel, de minimum 3 ans. Et dans le contrat, il faut pouvoir y intégrer des règles de fixation des prix. Donc, il y a des détails sur ces règles de fixation des prix. Je ne vais pas rentrer là-dedans.
Mais voilà, ça c'est à partir du 1er janvier 2022 et selon les productions, il y a un peu un échelonnement qui a été donné. Par contre, il va y avoir des exclusions parce qu'on sait que certaines productions vont être exclues du cadre de la loi. On sait également que en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires, on va également pouvoir ne pas être concerné par cette obligation. Et par exemple, voilà, la vente directe au consommateur, elle est déjà exclue, même si l'agriculteur, son premier acheteur, c'est un particulier. Évidemment, il ne va pas réaliser un contrat avec cet acheteur-là. Je te laisse passer la diapo suivante. Donc, un peu, qu'est-ce que ça implique par rapport à la RHD ? Tout n'est pas encore tout à fait clair, mais parce que ça, c'est avant tout fait pour les achats en GMS, par exemple, hein, ou avec les industriels. Donc, la cible, ce n'était pas vraiment la restauration collective. Mais quand vous achetez directement à un agriculteur, vous êtes quand même le premier acheteur de l'agriculteur. Donc, ça veut dire qu'il y a un contrat qui doit être établi entre les deux. Et par exemple, entre une société de restauration, le cas échéant. Donc, on sait actuellement que toutes les sociétés de restauration, là, elles font un gros travail justement pour un peu recadrer leur contrat, qui parfois il n'y en avait pas. Donc là, ils le formalisent ou ils mettent à jour les contrats qu'ils avaient déjà avec les fournisseurs. Et par contre, pour les acheteurs publics, là, le marché public, il constitue en soi un contrat. Donc, quand vous êtes lié à un marché public, là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Par contre, voilà, il va falloir se poser la question du gré à gré. Comment est-ce que est-ce qu'on doit formaliser ça ou est-ce qu'on est en dessous des seuils et du coup, la loi, on n'est pas concerné. Et peut-être certains produits aussi, on parle notamment de certains légumes qui ne seraient pas concernés par la loi. Donc voilà, juste pour que vous reteniez un petit peu les enjeux. C'est un sujet voilà, qu'il va falloir un peu surveiller quand les décrets et puis les différentes filières auront vraiment travaillé tous les aspects de la loi. Mais du coup, pour les communes, pour qu'elles ne soient pas inquiètes, la grande partie sont quand même avec des marchés publics et effectivement, vous êtes déjà dans ce cadre-là. C'est juste qu'il faut respecter la règle des marchés publics, quoi. Et après, il y a d'autres petites dispositions qui nous concernent soit directement ou indirectement, mais qui peuvent vous intéresser. Donc, la première, c'est l'obligation d'afficher l'origine des viandes pour les établissements. Uniquement, qu'est-ce que j'ai écrit là ? Pour les établissements de restauration collective, il y a une extension là en ce moment de l'affichage des origines de la viande. Donc, avant, c'était uniquement bovine. Là, maintenant, c'est ovine, porcine et volaille. Et effectivement, pour les structures qui font de la vente à emporter ou de la livraison à domicile, mais ça ne vous concerne pas directement, il faudra aussi afficher l'origine de la viande. Il y a également une interdiction de faire figurer sur les produits un drapeau français ou une carte de France ou un tout symbole qui ferait un peu allusion à une origine France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients ne sont pas vraiment d'origine française. Hein, voilà. Donc si on a des escargots, mais qu'en fait les escargots ils viennent de Pologne et on a mis, si c'est juste fabriqué en France, on ne pourra plus mettre un drapeau français. Donc c'est vrai que ça va un petit peu clarifier la lisibilité pour le consommateur que vous êtes aussi en restauration collective. Et il y a également une expérimentation qui va se faire sur un peu comme le Nutri-Score. Il y a une expérimentation qui est souhaitée sur une sorte de rémunérascore, un affichage qui porterait sur les conditions de rémunération des producteurs. Un petit peu pour, par exemple, avec une fourchette plus ou moins importante pour voir quelle est la part du prix du produit qui revient aux producteurs.
Je ne sais pas s'il y a des questions sur Egalim 2? Sachant que ça va se clarifier aussi, comme disait Maëlle, si la loi vient de sortir. Et en fait, c'est vrai qu'on est vraiment dans une logique de filière, donc chaque filière travaille sur certains indicateurs pour la fixation des prix. Chaque filière aussi va un peu définir ses exceptions ou pas. Donc c'est vrai qu'il y a encore pas mal de travail derrière. Du coup, en termes de transition sur la question du coût et de la rémunération des producteurs, on va s'atteler à ce sujet-là, du coût du repas en restauration collective, sur la prochaine commission. Donc, pour détailler dans le coût du repas, quel est le coût matières premières, quels sont les autres coûts impactés, et dans ce coût matières premières, bah, du coup, comment on peut agir pour introduire le plus de taux possible de produits de qualité sans augmenter outre mesure le coût total. Donc, on va travailler sur des témoignages ou des petites enquêtes qu'on va pouvoir faire pour travailler sur cette question du coût. On espère qu'on aura de la belle matière à vous transmettre au 16 juin. En tout cas, là, on est sur un format groupe de travail. Autant aujourd'hui, c'était très, très descendant comme information, puisque c'est vulgariser les lois. Là, ça sera plutôt sur un format témoignage avec, voilà, vous exposez les problématiques et les premiers résultats à trouver. Mais il y aura peut-être, j'espère, plus d'interaction sur ce sujet-là. Donc dans le compte rendu, vous aurez à nouveau le lien d'inscription si ce n'est pas déjà fait, c'est pas nécessaire de le refaire. Et on voulait terminer sur l'actu, la prochaine actu à partager, qui est la date de Coopéra Bio, donc la journée de la restauration collective bio en Hauts-de-France, où chaque année, on met à l'honneur la restauration collective et on prend un sujet d'actualité. Donc cette année, on a changé la période de Coopéra Bio qui était traditionnellement en automne. Là, on va tenter sur la période plutôt en début d'année au 30 mars. Et donc, on va être à Lens sur la journée entière, puisque nous avons le plaisir de remettre à l'ordre du jour le défi de cuisine La Bio des chefs, donc qui permet aussi de faire ce lien pratique avec les chefs de cuisine. Donc le matin, les chefs nous auront un défi à relever. On va leur donner des repas classiques qui sont fabriqués en restauration collective et on va leur demander d'introduire au choix des ingrédients boudés par les enfants de manière à ce qu'ils puissent innover et montrer que la créativité permet de consommer des produits que les chefs de cuisine nous disent souvent c'est pas possible, les enfants ne les mangent pas. Et donc, on consacrera l'ensemble de la journée sur cette thématique du convive. Donc, on se placera dans la peau du convive. On aura, en parallèle de ce défi de cuisine, des experts et une table ronde de témoignages qui voilà, ils vont nous restituer un peu le comportement alimentaire de l'enfant, quelles sont les actions que l'on peut mettre en place et aussi, on a un expert sur le public adulte, donc en entreprise. Comment on peut impulser aussi des changements de consommation au niveau des salariés, des adultes qui réclament aussi que des frites le midi toute la semaine. Donc voilà, on va vraiment traiter cette question de la place du convive et quelle est la place de la restauration collective dans sa transition alimentaire. Et en table ronde, on aura des témoignages de structures qui font déjà beaucoup de choses pour amener ce convive à évoluer aussi. Le midi, on prendra tous ensemble, en tout cas dans la limite des places disponibles, plus, d'un point de vue sanitaire, on est un peu encore bloqué sur les jauges, donc on ne prendra que les personnes, véritablement inscrites. On remettra, à l'issue du repas, les jurys auront délibéré et on remettra les prix, aux équipes, qui auront proposé les meilleurs plats, entrées, plats, desserts. Et l'après-midi, on vous propose au choix des ateliers participatifs. Donc, comme on est sur un format présentiel, on pourra être vraiment sur du réel participatif. Donc, on aura 4 types d'ateliers. Un atelier qui vous présentera un kit anti-gaspi qui peut être développé avec les enfants. Un atelier où vous vivrez une animation d'éducation sensorielle, donc avec notre partenaire L'Essence du goût.
un atelier où on fera une très rapide fresque de l'alimentation, parce que normalement ça prend plus de temps, mais là elle va être condensée, en 1 heure. Et un atelier où je serai présente pour, expliquer le label Territoire Bio Engagé, comment on peut, candidater et voilà, pour, vous renseigner sur ceux qui y sont intéressés. Donc, pour ceux qui n'ont pas reçu l'invitation, on la remettra en copie du compte rendu, sachant que du coup les inscriptions sont avec le contexte sanitaire et les limites de place, vraiment importantes pour nous, pour, qu'on puisse, organiser au mieux la journée. Et s'il vous plaît, si vous inscrivez, et que vous n'êtes plus disponible, prévenez-nous aussi parce que du coup ça prendrait des places pour des personnes qui n'auraient pas pu s'inscrire. Voilà. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Donc si d'autres veulent partager des actualités aussi, n'hésitez pas, on est sous format de réseau aussi dans cette commission Restauco, donc la dernière diapo, c'était juste nos coordonnées et donc ça permet de, voilà, de finir avec quelques actus si vous le souhaitez ou des questions. Oui, n'hésitez pas si vous avez effectivement des événements ou autres actualités à partager, c'est un peu l'occasion. C'est plus facile en présentiel, mais c'est pas parce qu'on est en webinaire qu'il faut ne pas s'autoriser. Non, du coup, s'il y a plus de questions. Si d'autres questions vous reviennent, n'hésitez pas à nous solliciter ou s'il y a des précisions, parce que c'est vrai que c'est souvent quand on est confronté au problème qu'on se dit: «Tiens, je sais pas comment faire» ou «Est-ce que ce logo-là, finalement, c'était valable ou pas?» Donc n'hésitez pas, hein, on est vraiment là pour ça aussi, hein. Autant moi sur le bio, c'est vrai que c'est plus facile. C'est bio ou c'est pas bio, mais sur les autres, il y a vraiment besoin d'accompagnement. Mmh. Et donc, je me permets de relayer ce qui est mis dans le chat, hein, si certains ne le voient pas. Donc, effectivement, la région organise des assises de l'approvisionnement local le 4 mai matin au siège de région, si je ne me trompe pas. Et il y a également un projet de webinaire sur le label Ici je mange local le 17 mai après-midi pour justement expliciter un petit peu les possibilités pour rentrer dans le cadre du label. Et il y a quelqu'un qui demande comment s'inscrire à Coopérabio, mais ouais, Mathilde a envoyé le lien. Bon. Et ben, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence et puis à bientôt pour la prochaine commission restauration collective. Bon courage à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.